l'intelligence artificielle dans la recommandation des contenus d'information. C'est vrai qu'on entend de plus en plus parler d'intelligence artificielle générative, notamment avec la mise en lumière auprès du grand public de ChatGPT cette année, mais on utilise pourtant quotidiennement des algorithmes d'intelligence artificielle depuis des années, et notamment sur l'information. Donc, il nous a semblé intéressant de se concentrer aujourd'hui sur ce sujet de la recommandation des contenus d'information, parce que c'est un enjeu par ailleurs démocratique qu'il faut aborder de manière urgente dans l'objectif de connaître un petit peu et de comprendre les mécanismes et les effets de cette intelligence artificielle sur la manière que l'on a de s'informer, en prendre conscience et pouvoir justement, dans votre cas par ailleurs, en l'occurrence, transmettre ces enseignements-là. Donc, alors on va essayer de comprendre comment sont conçus ces outils, quels sont les impacts de ces intelligences artificielles sur notre rapport à l'information. L'idée, ça ne va pas être d'avoir un discours anti-intelligence artificielle, anti-algorithme. On a besoin aussi de cette recommandation aujourd'hui face à la prolifération, à la quantité de contenu disponible. Mais on va plutôt essayer de réfléchir aux opportunités qu'elle peut engendrer sur la découverte des contenus, sur la mise en valeur du pluralisme des médias, des idées, tout en prenant conscience aussi, on va beaucoup parler de ça, je pense, des biais que ces intelligences artificielles-là peuvent engendrer. Donc, on va diviser l'heure qui nous est offerte en deux pour avoir un premier temps d'échange avec Cyril et Thomas. Et on va se présenter dans quelques instants et avoir un temps d'échange avec vous pour répondre à vos questions. Donc, vous pouvez d'ores et déjà poser toutes les questions que vous avez dans le chat et on y répondra dans un second temps. Pour une petite présentation, peut-être rapidement, Cyril, Thomas, vous pouvez vous présenter chacun, histoire de donner un petit peu de contexte à ces personnes. Bonjour à toutes et à tous, je suis Cyril Di Palma, je suis le fondateur de l'association Génération Numérique qui travaille quotidiennement dans les écoles, collèges et lycées pour une meilleure citoyenneté à l'ère du tout numérique. Ça passe évidemment par la lutte contre le harcèlement, mais aujourd'hui on va plutôt aller chasser sur les terres de la désinformation et de l'algorithmie, dans quelle mesure ça induit en erreur ou ça pousse à faire des erreurs, et notamment nos plus jeunes concitoyens. Et pour pouvoir essayer de vous donner aussi des éléments, des clés, des conseils pour pouvoir travailler avec eux à longueur d'année. Thomas ? Bonjour, moi je suis Thomas Huchon, je suis journaliste, réalisateur de documentaires, et je suis un journaliste un peu bizarre parce qu'effectivement, au lieu de m'intéresser aux vrais complots qui existent, je m'intéresse aux faux complots, aux fausses informations, à tout ce qu'on appelle les fake news, les théories du complot et cette espèce de nouvelles formes d'information qui existent notamment sur Internet. Et depuis 10 ans, j'essaie de documenter cet univers, de comprendre, mais aussi de comprendre la nouvelle circulation de l'information, ce que changent nos nouvelles manières de nous informer, et comment est-ce que cette espèce de boîte noire qu'on appelle les algorithmes, qu'on appelle les réseaux sociaux et qui fait notre réalité, qui fait notre manière de voir le monde, qui fait notre manière de nous connecter aux autres, et comment ce truc-là agit sur nos sociétés avec une difficulté majeure, c'est qu'en fait, on ne peut pas rentrer dans cette boîte noire et on sait finalement très 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 peu de choses sur la manière dont ces machines, ces ordinateurs fonctionnent pour nous recommander du contenu, en réalité pour nous montrer le monde, pour nous montrer la réalité de ce qui nous entoure et finalement participer à faire que nous soyons des citoyens et quel genre de citoyens nous allons devenir. Et je crois qu'il y a effectivement plein d'enjeux là-dessus et essayer de comprendre tout ça, en tout cas avoir conscience que tout ça existe, que les biais cognitifs existent, que les bulles de filtre existent, qu'on peut se faire radicaliser contre soi-même sur Internet très, très rapidement. Et en fait, c'est déjà une première manière de se protéger. C'est ce dont on va essayer de parler aujourd'hui. Et je suis ravi d'être avec vous. Voilà, je précise juste que je suis
Je suis pas exactement au top de ma forme. Ça fait 2 jours que j'ai chopé la gastro de mes enfants. Donc, si vous me voyez disparaître à un moment un peu rapidement, c'est pas grave, je reviendrai. Voilà, j'ai annulé tout le reste de ce que je faisais depuis 48 heures. J'ai maintenu ce rendez-vous parce que je trouvais que c'était important d'être avec vous. Mais voilà, si à un moment je disparais, vous inquiéterez pas et je reviendrai très vite. Merci. Bon. Merci à tous les deux et donc particulièrement Thomas d'être là. En tout cas, c'est vraiment super de pouvoir échanger avec vous de ces sujets-là qui travaillez au quotidien. Pour ma part, je me présente rapidement. Je suis directrice des affaires publiques et des partenariats chez Caféine, qui donc organise cette table ronde avec Canopé et Leclémy. Donc, on traite beaucoup des sujets d'accès à l'information, d'accès à une information qui soit de qualité et qui soit diversifiée sur le territoire et auprès des publics qui sont parfois un petit peu déconnectés de l'information, dont font partie les jeunes, mais pas que. Après, c'est plutôt le thème du sujet aujourd'hui. Et pour votre information, on est distribué dans certains établissements, collèges et lycées, via le réseau EasyDoc de Canopé. Donc peut-être certains nous connaissent déjà. Alors pour commencer et rentrer tout de suite dans le vif du sujet, peut-être un premier élément qui va poser un petit peu le contexte sur la conception et l'origine des algorithmes. Est-ce que Cyril ou Thomas, il y en a un qui veut se lancer sur cette explication de la manière dont sont conçus ces algorithmes de recommandation? Vaste sujet, question. Thomas a répondu, il a dit qu'on n'en savait rien. Ouais, non, mais quelque part, il a raison. Ce qu'on sait, on sait par exemple comment a été un peu pensé justement cette intelligence artificielle de recommandation de contenu. Tout ça, ça se passe dans les années 60 chez IBM, qui est à l'époque la principale entreprise qui embauche des très grands chercheurs, des très grands techniciens, professionnels de l'informatique et qui sont très très doués. Et dans cette histoire-là, il y a un mec qui s'appelle Robert Mercer. Ce gars-là, il a changé vos vies et vous ne le savez pas. Il a changé vos vies en inventant ce qu'on appelle l'ordinateur qui va permettre de traduire du langage. Et en fait, en permettant à une machine de traduire du langage, on a créé finalement cette possibilité de l'intelligence artificielle et donc Google Traduction que vous utilisez tous les jours depuis 20 ans, peut-être même sans vous en rendre compte. Ça vient de la science qui a été développée à ce moment-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait et comment ils ont pensé? Et c'est ça qui est intéressant. Ils ont dit à Robert Mercer, tiens, toi, est-ce que tu n'essaierais pas de créer un logiciel qui va inventer nous permettre de traduire du langage? Je te mets à disposition les meilleurs linguistes de la planète, les meilleurs chercheurs, tous les universitaires des plus grandes facs américaines. On paye, tu peux t'en servir, tu peux travailler avec eux. Il dit, non, ça sert à rien. Ne me prenez pas ces gars-là. Moi, c'est pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est tous les textes qui ont été écrits par le Parlement canadien depuis 25 ans. Ah bon? Mais pourquoi? Parce que le Parlement canadien, tous les textes sont écrits en français et en anglais. Et c'est des documents qui sont hyper normés parce que c'est des documents législatifs. Et donc, du coup, ces documents, il va les mettre dans sa machine et sa machine, elle va apprendre à traduire le langage. Il va donc créer dans les années 60, cet outil qui va permettre la base de l'intelligence artificielle de recommandation de contenu qu'on connaît tous aujourd'hui. C'est lui qui va, dans les années 80, inventer la spéculation algorithmique, c'est-à-dire faire à peu près la même chose, mais avec les chiffres de la bourse. Il va récupérer tous les chiffres de la bourse, il va les mettre dans sa machine et il va être capable comme cela de créer des espèces de prédictions de ce qui va se passer et donc de gagner beaucoup d'argent. Et on retrouve ce monsieur au début des années 2010. Il est devenu milliardaire avec son histoire de spéculation algorithmique. Il vit à New York, il va financer un candidat pour les élections de 2016. Il va surtout financer une entreprise qui s'appelle Cambridge Analytica, dont certains ont peut-être entendu parler, qui est un peu la machine à gagner les élections avec des algorithmes, donc à comprendre l'électorat et à lui envoyer tout un tas de messages. Ce monsieur, Robert Mercer, c'est un homme qui a inventé tout un tas d'algorithmes qui ont eu un impact énorme sur nos vies sans qu'on s'en rende compte. La recommandation de contenu par le langage,
la spéculation algorithmique qui a changé la manière de faire des échanges boursiers. Hein. C'est 95% des échanges monétaires sur la planète se font par spéculation algorithmique depuis le début des années 2000 et qui a essayé de peser sur la politique à la fin. Donc ça dit quelque chose de ce génie informatique et de ses conséquences sur nos sociétés, souvent invisibles, mais pourtant tellement importantes et tellement structurantes dans nos sociétés qu'il faut à minima exiger plus de transparence et surtout essayer de me comprendre tout ça. Ok, merci, c'était extrêmement clair. Justement, tu parlais de cet homme qui est derrière les algorithmes de recommandation. Ça me donne cette idée en tête, c'est que aujourd'hui, dans la recommandation qu'on peut avoir, il y a un biais qui va être algorithmique, qui est la plupart du temps, et quoique quasiment tout le temps, à l'origine, un biais humain. Et on a ce sujet-là qui se pose dans la recommandation de contenu. Nous, chez Caféine, on recommande des contenus de ces deux manières-là par des personnes, une équipe éditoriale qui va regarder les sujets d'actualité, les différents titres qui vont parler de ce sujet, qui vont essayer de mettre en regard différentes sources. Quand bien même on essaye de rester neutre, il y a toujours un biais humain qui persiste. On utilise aussi de la recommandation algorithmique pour essayer de coller un petit peu aux préférences des utilisateurs, etc. Mais à la fin, n'importe quel algorithme est toujours issu d'une décision et d'une opération humaine. Ce que Aurélie Jean, qui est docteur en sciences, justement, développe beaucoup, c'est au fond l'humain qui se trouve toujours derrière l'algorithme et qui reproduit ces mêmes biais. Comment, justement, par exemple, Cyril, est-ce que tu envisages ce sujet-là? Merci. Oui, alors tu fais bien, Julia, de préciser ce point, c'est que, et pour revenir sur le point de l'entraînement de l'algorithme il s'entraîne donc sur une base de données, mais si la base de données elle-même, elle est viciée, son entraînement, il est vicié. Donc si, d'aventure, pour reprendre l'exemple que Thomas donnait tout à l'heure de textes législatifs canadiens, imaginons un moment que tous ces textes n'aient été écrits qu'au masculin, l'intelligence artificielle, elle va comprendre qu'il y a du masculin, il n'y a pas de féminin. Donc c'est un entraînement qui est sur une base qui est restreinte et qui est le choix du programmateur, donc de l'humain. Donc, au-delà de cette base de données, il y a en effet toute la pondération qu'il va mettre. On va dire, on va accorder tant de pourcentage d'importance à tel critère, tel le pourcentage à tel autre, et ce ne sont que des décisions humaines qu'on reporte dans des programmes informatiques. Donc, à partir du moment où nous-mêmes, on est le fruit de notre environnement, de notre culture, de notre famille, de notre éducation, on n'est pas égaux les uns aux autres, on n'est pas les mêmes, et c'est tant mieux, mais on y amène aussi dans cette programmation des imperfections, des erreurs, des biais qui vont en plus s'ajouter au propre biais du consommateur. Donc là, je fais la passerelle et je réponds à ta question, Julia, c'est comment on va gérer, entre guillemets, cette situation, notamment avec des classes, avec des élèves. Tout d'abord, ça passe par le fait de comprendre que l'IA, il n'y a rien de magique, c'est un programme informatique. On en entraîne tous depuis des années. Je ne sais pas si ça vous arrive de vous connecter sur des sites internet et ils vous demandent de vérifier que vous n'êtes pas un robot par un captcha, donc vous allez vous-même valider que c'est bien une voiture ou un pont ou un vélo. Là aussi, vous confirmez d'une certaine manière le savoir de l'IA. Donc l'IA on lui a appris qu'un chat c'était comme ça, et vous allez lui confirmer que le chat c'est bien ça. Donc vous allez aussi participer à cet entraînement. Donc c'est de savoir que la base de données elle est pas totale, elle n'est pas universelle, et donc elle est tronquée. Première étape. Deuxième étape, les programmes et surtout les réseaux sociaux vont pouvoir jouer aussi sur l'attention. Faut pas oublier que ce sont des entreprises privées qui cherchent à gagner de l'argent. Le moyen qu'elles ont trouvé pour gagner de l'argent, outre les abonnements mensuels qui sont un autre mode d'économie qui est peut-être un peu plus vertueux, en tout cas qui a d'autres avantages par rapport à la soi-disant gratuité en contrepartie de contenu qu'on vous envoie. Et on va vous envoyer quoi comme contenu ?
on regarde pas les choses, nous en tant qu'humains, on regarde pas les choses qui ne nous intéressent pas, qui ne nous plaisent pas. C'est contre-intuitif, c'est contre nature plutôt. Donc on va plutôt vous donner des infos, des contenus, des nouvelles de vos stars préférées ou de vos stars de foot préférées, peu importe, plutôt que de vous dire l'inverse, de vous raconter l'histoire de la Ligue 2 de football. Donc on va vous pousser des infos qui vont vous-même vous enfermer dans un microcosme où vous avez l'impression que la réalité, en tout cas la perception que vous avez, elle est tronquée. Elle est encore plus renforcée par le fait que sur les réseaux sociaux, vous êtes en bande, vous êtes en communauté, vous êtes entre amis au sens Facebook du terme, et qui vont aussi en partage un peu l'instinct grégaire, de partager aussi les mêmes avis, les mêmes opinions. Donc, toutes ces couches cumulées font que quand vous faites une recherche, que ça soit sur Google, mais encore plus sur les réseaux sociaux, c'est absolument pas le reflet d'une réalité nuancée, complexe. Donc, première étape, faire comprendre, notamment aux plus jeunes, mais il n'y a pas que c'est pas une boîte magique et que la base documentaire, elle est perfectible. Que les humains rajoutent une couche d'imperfection par leur propre biais. Là, la petite anecdote, c'est on s'en est rendu compte au niveau grand public des biais, c'est si vous vous souvenez des emojis. Les emojis avaient tous la même couleur de peau au départ. Tous les développeurs étaient blancs et tous les emojis avaient la couleur de peau plutôt jaune, donc on va dire plutôt caucasien. Et on s'est rendu compte que mince, il manquait des nuances de peau, de couleur de peau. Donc on a ces biais qui rajoutent à l'enfermement algorithmique et à l'enfermement communautaire des réseaux sociaux. Donc on a un angle pour nous qui est fondamental sur lequel il faut travailler une fois qu'on a compris que en fait, c'est un peu le foutoir, et que c'est pas simple, et que ça ne donne pas une réponse, ça ne donne pas une réponse satisfaisante. C'est qu'il faut aller travailler sur les sources. Donc, ça, c'est un travail qu'on peut faire dès le plus jeune âge. Le cycle, nous, on le fait en cycle 3 sans aucun problème. De travailler sur les sources. Alors, en source, moi je l'entends à deux niveaux. C'est la pluralité des sources, c'est-à-dire ne pas se référer à un seul avis, un seul site internet ou un seul commentaire que j'ai vu sur un réseau social. Donc c'est diversifier ses sources, mais c'est aussi de prendre conscience de qui est la personne qui va prendre la parole. Donc la source humaine, aussi son degré de pertinence, d'expertise par rapport au sujet abordé. Donc on a ce travail sur les sources pour leur faire comprendre que une information, maintenant, pour définir ce qu'est une information à l'ère du numérique, que ce contenu auquel ils sont soumis ne sont pas forcément des informations, que la personne qui les publie n'est pas forcément compétente et qu'il faut aller chercher contre soi-même des avis divergents, voire même opposés ailleurs, en dehors. Alors, il y a des jeux, moi je me souviens d'une conférence où que Thomas Huchon animait au musée de l'immigration à Paris, où il avait invité l'auditoire à prendre son téléphone, à se mettre sur une page du moteur de recherche favori et d'enclencher une recherche. Et évidemment, on n'avait pas, tous les mêmes recommandations dans le même ordre, et deux, la page de résultats était différente. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait reproduire en classe pour que les élèves comprennent que leur propre comportement passé sur les réseaux, sur Internet en général, a une influence directe sur leurs résultats d'aujourd'hui. Je vais m'arrêter là parce que il y a d'autres trucs. Thomas, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose là-dessus ? Non, mais c'est déjà, je plus sois, je suis totalement d'accord avec tout ce que vient de dire Cyril et qui est à la fois, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'on a tous l'impression de le savoir et en même temps, on a tous l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe et on a tous du mal à expliquer ce qui se passe et on a tous du mal à vraiment comprendre ce qui se passe. C'est pas, je suis désolé d'utiliser cette formule pour le journaliste qui lutte le plus contre les théories du complot dans ce pays depuis un moment, ça va peut-être vous sembler bizarre, mais c'est pas exactement un hasard qu'on soit dans cette situation-là. Cette boîte noire, c'est un peu la recette du Coca-Cola. C'est quelque chose à laquelle on n'arrive pas à accéder, et c'est probablement le principal problème que nous posent ces méga plateformes aujourd'hui, quelles qu'elles soient et quel que soit le pays d'où elles viennent. Ce qu'on sait de leur fonctionnement, on le sait de procès qui nous ont permis de savoir des choses parce qu'elles ont été condamnées. On le sait parce que il y a eu des lanceurs d'alerte, c'est-à-dire d'anciens employés de ces grandes entreprises qui ont quitté la boîte et qui ont expliqué ce qui se passait. Souvent, ils quittent pas la boîte
super heureux et plein d'un humanisme bienveillant. Hein, ils sortent quand même souvent assez dégoûtés de ce qu'ils ont pu voir et de ce à quoi ils ont pu assister durant leur travail là-bas. Mais surtout, je crois qu'effectivement, il faut comprendre que ces entreprises-là, elles sont devenues des espèces d'infrastructures du débat public, des infrastructures de la sociologie moderne et de la socialisation d'une manière un peu bizarre, mais elles le sont devenues. Et elles l'avaient pas prévu du tout. C'est avant tout des startups, c'est des trucs qui commencent avec 4 mecs dans une piole. Un Facebook, c'est ça, hein. C'est un mec qui se fait larguer, qui se la colle un peu à la binouse dans sa chambre d'étudiant et qui décide de créer une machine qui va comparer les filles à l'université en disant laquelle est la plus belle entre les deux. Donc en gros, c'est un truc à humilier celles qui veulent pas coucher avec toi à la fac. C'est pas hyper bienveillant ni hyper humaniste comme truc. Mais c'est ça le début de Facebook et ça commence comme ça. Donc que ce truc-là qui commence dans cette piole à Harvard, où je crois, voilà, se termine comme un truc, mais hyper massif. C'est-à-dire que Facebook, c'est 3 milliards d'utilisateurs. C'est la moitié de l'humanité. Et encore une fois, ça n'existait pas il y a 20 ans. Il y a plus de gens sur Facebook qu'il n'y a de chrétiens sur la planète. Hein, et pour les chrétiens, il a fallu 2000 ans pour avoir 2,5 milliards de chrétiens. Et on va beaucoup plus souvent sur Facebook qu'on va à l'église, et Facebook, il en sait beaucoup plus sur vous que le confesseur de l'époque, parce que il sait aussi ce que vous ne lui dites pas. Et c'est ça, l'espèce de machine un peu incroyable que nous avons tous accepté d'avoir dans nos poches et qui pose quand même un certain nombre de vrais problèmes. Ce qui est très intéressant dans ces histoires de recommandations de contenu, c'est cette mécanique qu'a décrit Cyril. Hein. Vous voyez des choses que vous croyez déjà un peu, et comme vous les croyez déjà un peu, bah, vous vous rendez pas compte que vous les croyez un peu plus. C'est-à-dire qu'on va vous faire monter un peu en température. On va un peu vous radicaliser contre vous-même. Et ce truc-là, vous dites, mais ah, putain, j'avais raison sur ce truc, et puis ah ben attends, j'avais d'autant plus raison que tous les gens que je vois autour de moi, ils pensent comme moi. Donc du coup, je me dis, ah ben attends, j'ai d'autant plus raison de penser ça, puisque tout le monde pense comme moi. Et donc, je me radicalise, et en plus, je ne vois que d'autres gens qui pensent comme moi, qui sont eux aussi en train de se radicaliser. Et donc, je me rends pas compte, mais ça crée une espèce de mécanique absolument dingue qui, quand on va me proposer quelque chose de contraire, va me le rendre totalement insupportable. Cette mécanique, elle n'est pas faite pour vous informer le mieux possible, elle est faite pour capter votre attention. Voilà. Gagner de l'argent. Il n'y a pas d'autre manière de le dire. Et donc, je crois que c'est important d'essayer de comprendre ces mécaniques-là. Parce que il faut pas croire ce que nous disent, justement, notamment les gens de chez Meta. Ils disent « it takes two to tango ». En gros, il faut être deux pour danser le tango. Et donc, ce que vous voyez, c'est la faute de ce que vous faites. Non, ça serait vrai. Bah, déjà, ça n'exonérerait pas Facebook de nous le montrer, d'une certaine manière. Mais bon, c'est un peu la perversité de leur ligne de communication permanente, toutes ces entreprises-là. Mais en réalité, on sait que c'est pas vrai. On sait que c'est pas vrai par tous ces lanceurs d'alerte, par tous ces gens-là. Petit exemple, et après je laisse la parole, mais moi j'ai rencontré Frances Haugen. Frances Haugen, c'est l'une des anciennes employées de Facebook, du service éthique et déontologie, et qui gérait notamment la partie élection et la manière dont l'information fout le bazar dans les élections. Ils ont un département comme ça chez Facebook, avec des chercheurs surdiplômés, super forts, payés des fortunes pour travailler là-dedans. Je crois qu'il faut comprendre que ce qu'elle raconte, c'est qu'en réalité, chez Facebook, plus personne ne sait comment fonctionne l'algorithme. Plus personne ne sait. Et donc, pour comprendre comment fonctionne l'algorithme, eh ben, en fait, il crée des faux profils pour voir ce à quoi ces profils sont exposés. Ça dit un truc qui est à la fois terrible et à la fois très éclairant. C'est que, ben, on dit souvent il n'y a plus de pilote dans la machine, mais là, il n'y a même plus de cabine de pilotage. C'est-à-dire que et eux-mêmes ne savent même plus où ils vont. La seule chose qu'ils savent, c'est qu'ils continuent à gagner de l'argent en mettant le curseur à tel endroit,
mais l'origine de leur truc et la transparence qu'on doit légitimement exiger, et ben là, pour l'instant, on n'y est pas du tout. Et donc, il y a un vrai enjeu à essayer de le comprendre et de le faire comprendre aux plus jeunes effectivement, en leur faisant comparer ce qu'ils voient. 5 minutes, tu prends le téléphone d'un autre, déjà, ça va te faire tout bizarre, quoi. Ouais, mais alors merci beaucoup. Et pour illustrer justement ce que vous disiez tous les deux, il y a une étude que j'ai trouvée intéressante qui est parue en décembre 2023 sur la recommandation de la librairie en ligne Amazon, pour le coup, pas un réseau social au sens premier du terme, mais qui était assez intéressante. Donc, elle a été menée par une association européenne qui lutte justement, enfin, qui lutte contre les biais d'algorithmes d'intelligence artificielle. Et alors, ils ont relevé plusieurs choses, mais ce que je trouvais intéressant, c'est que globalement, la recommandation d'Amazon amplifiait la désinformation et ce phénomène-là qui a été décrit juste avant de bulle de filtre. Il y avait deux exemples qui m'ont frappé. Par exemple, une requête d'un utilisateur Covid ou vaccination va aboutir en moyenne sur les 10 premiers résultats à 8 résultats qui affichent des ouvrages qui vont être anti-vax ou conspirationnistes, notamment par des auteurs qui sont identifiés pour avoir diffusé des informations erronées sur ces sujets. Quelle surprise! Oui, quelle surprise, mais c'est quand même assez incroyable de se dire aussi. Enfin, il y a aussi un phénomène de communauté que vous disiez tout à l'heure, et il repère aussi en fonction des différentes lectures. Et un autre élément intéressant, plus sur la partie bulle de filtre justement, c'est qu'après avoir cliqué une seule fois sur un livre anti-vaccination, un utilisateur devra ensuite cliquer jusqu'à 20 fois avant de pouvoir échapper à des récits similaires. Donc, ils expliquent justement qu'il y a des communautés de livres qui sont finalement, au fond, très confinées sur cette plateforme-là. Et c'est assez alarmant de constater l'étendue de ces biais-là. Ce qui m'en vient à une question peut-être un peu naïve, mais optimiste. Comment est-ce que l'intelligence artificielle, cette recommandation-là, elle peut être finalement favoriser la découverte des contenus? Est-ce qu'au fond, ça ne peut pas être un outil et une aide à la découverte du contenu, à de nouvelles choses? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres manières de concevoir les algorithmes et d'aboutir à quelque chose qui soit au fond plus vertueux et qui joue contre les biais même qu'elle crée? Alors, j'ai un petit bout de réponse, c'est parce qu'on parle donc de recommandations. Nous, dans le cadre de notre tournée dans les écoles, collèges et lycées, on soumet des questionnaires à des élèves. Et là, sur la base d'environ 8000 jeunes de 11 à 18 ans, on leur a posé des questions sur leur consommation musicale. À l'ère du numérique, qu'est-ce que ça a changé? Et ils sont 27% à découvrir de nouveaux titres de musique grâce aux suggestions des plateformes vidéo YouTube Dailymotion. Et ils sont 37, quasiment 38% grâce aux playlists sur les plateformes de streaming audio. Donc, c'est bien utile. Pour les 11-18 ans, ils sont bien contents de découvrir d'autres choses quand il s'agit de musique. Mais cette découverte qui peut leur faire, et ça serait intéressant de voir avec eux aussi d'une manière un peu plus qualitative s'ils poursuivent dans cette, est-ce que la recherche a été pertinente, est-ce qu'ils ont poursuivi cette quête de nouveaux titres ou pas, mais toujours est-il qu'ils sont coutumiers du fait de se servir de ces algorithmes de recommandation. Ça arrive à tout le monde, hein, avec MyCanal ou Netflix, où on les a tous. Maintenant, c'est de savoir ce qu'on en fait. Donc, moi, c'est aussi de prendre conscience que c'est un outil, ce sont des outils qui sont à notre portée et qu'on utilise plus ou moins quotidiennement, plus ou moins sans s'en rendre compte, et des défauts qu'elle comporte. Maintenant, une fois qu'on connaît les défauts, on n'a pas les moyens de corriger la source de l'erreur de l'algo d'Insta, de Snap, voire même de TikTok, mais c'est en prenant conscience de ces défauts-là, et je voyais dans le chat tout à l'heure, on parlait de biais de confirmation, tout à fait, d'éviter de rentrer dans le panneau et au contraire, de prendre un chemin de traverse, de faire un pas de côté pour aller découvrir d'autres sources et éventuellement alternatives à celles qu'on a vues et à l'opinion qui est apparue en premier lieu. Diversité, pluralité.
Il y a deux manières de voir la problématique. Soit on essaie de résoudre le problème en tant que société, soit on essaie de grosso modo, d'améliorer l'expérience utilisateur. Hein, finalement, ce ne sont que des produits que nous consommons, et ces produits peuvent être vertueux comme ils peuvent être vicieux. C'est à nous finalement d'exiger aussi d'autres manières de jouer cette recommandation-là. Quand on dit que les algorithmes ont des biais, ben ouais, c'est fatal, ils sont créés par des êtres humains. Et donc, les biais de ces êtres humains se reproduisent. Là, on a un espèce de truc un peu à l'inverse qui s'est passé récemment, qui est l'intelligence artificielle de Google, Gemini, qui a été suspendue au bout de 24 heures, parce que quand elle était tellement biaisée par son fondateur et par les idées politiques de son fondateur qu'elle montrait des trucs absolument lunaires. En gros, le mec qui a conçu Gemini est un super woke. Moi, j'ai pas d'avis sur est-ce que c'est bien ou mal d'être woke. Enfin, c'est pas la question. En tout cas, le gars est totalement est militant dans plein d'assauts, machin et tout. Et il a totalement le droit de l'être. Mais le problème, c'est que quand il a entraîné son intelligence artificielle, il l'a entraîné sur un corpus de documents, sur des datas. Et ces datas, elles ont été influencées par la manière dont lui, il a posé les questions et dont lui, il a construit son intelligence artificielle. Ce qui faisait quoi? Que quand on lui demandait de générer la photo d'un soldat allemand durant la Seconde Guerre mondiale, bah, il était noir. En fait, il y avait des noirs partout. Les rois de France étaient devenus noirs et tout, et donc ça faisait un truc complètement à l'inverse de ce qu'était la réalité historique, et donc ça correspondait plus à rien, et donc le projet a été suspendu et tout, ça a fait un énorme scandale. Donc ça dit quoi? Ça dit que quelque part, eh ben, on peut se placer du point de vue de l'utilisateur et se dire, moi, je voudrais des produits et je suis peut-être même prêt à payer pour ça, 2, 3, 4 euros, j'en sais rien, par mois, un petit truc, qui seraient des outils de recommandation de contenu intelligents, générés par intelligence artificielle, mais entraînés sur des données pertinentes. Ça serait des produits qui pourraient être utilisés. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on prend l'exemple de la musique, euh, euh, pourquoi est-ce que aujourd'hui il y a des gens qui acceptent de payer, comme moi c'est mon cas, 10 euros par mois pour avoir un abonnement sur Spotify ou Deezer ou un autre service? Ben, c'est parce que le service il est bon. L'appli elle marche, l'interface est jolie, ça fonctionne. C'est-à-dire que le produit il correspond à une réalité de marché. Et aujourd'hui, on n'a pas vraiment de produits payants à part ceux qui nous invitent aujourd'hui, bien entendu. Mais il n'existe pas vraiment de solution qui a épousé les volontés des consommateurs. Donc ça serait une manière de voir le truc. Moi, c'est pas ma préférée. Ma préférée, ça serait de dire, eh ben, en réalité, ces gens qui nous recommandent du contenu, ils doivent être responsables du contenu qu'ils recommandent. Et à partir du moment où on les rend responsables du contenu qu'ils nous recommandent, eh ben, ça veut dire qu'on a quelque part une forme de droit d'accès à la manière dont ils recommandent le contenu. C'est un peu notre seule solution pour retourner la machine contre elle-même et essayer de voir, de soulever le capot de la grosse machine algorithmique et d'essayer de comprendre ce qu'il y a dedans. Je crois pas qu'on va pouvoir faire l'économie de ce truc-là dans les années à venir et donc d'exiger qu'on puisse regarder comment ça fonctionne. Peut-être pas moi, peut-être pas vous, mais une commission indépendante d'experts, comme il y a des comités scientifiques qui goûtent le Coca-Cola dont la recette est secrète, mais qui font quand même attention à ce que cette boisson ne soit pas mortelle. Je crois qu'on a besoin d'une forme de d'organisation similaire à ça, et j'ai un peu peur que ça puisse pas être l'Arcom comme ça l'est devenu récemment et qu'ils ont déjà suffisamment à faire avec les grands médias professionnels pour ne pas avoir à en plus gérer les trucs qui se passent sur Internet, quoi. Et Thomas, on dévie peut-être un peu, mais quand tu dis les gens doivent être doivent devenir responsables du contenu qui est recommandé et qui est partagé, est-ce que les gens, c'est des plateformes type Meta, type TikTok, Google, mais est-ce que c'est aussi les utilisateurs qui utilisent ces plateformes et qui vont par le biais de ces plateformes recommander ces contenus? Est-ce que les gens, c'est une responsabilité des entreprises, une responsabilité de chaque utilisateur? Tu vois, la question se pose. Non, il y a, grosso modo, cet univers, il est quand même aussi, malgré tout, empreint de nos comportements.
On ne sait pas dans quelle mesure, on ne sait pas comment. On a bien compris que c'était plutôt nos comportements émotionnels qui étaient attirés, donc ça laisse une part de ce que nous sommes en dehors de l'équation, ce qui est quand même un problème. Mais et peut-être qu'à force de jouer tout le temps sur cette partie-là, ça nous rend aussi plus émotionnels et plus réactifs. Et c'est aussi l'histoire du système 1, système 2. Voilà, donc il y a bien sûr que ça serait mieux qu'on n'aille pas trop sur Facebook et ça serait mieux qu'on passe moins de temps sur les réseaux sociaux. Bien entendu. Et on a une forme de responsabilité à ça. Mais je crois notre principale responsabilité, elle est que on n'est pas du tout dans l'espace numérique les citoyens qu'on est dans la vraie vie. Et ça, déjà, ça permettrait, si on veut essayer de changer la manière que cet espace se comporte, ben, il faut que nous aussi, on change un peu nos comportements. C'est-à-dire que quand on voit passer des choses qui sont inacceptables, faut peut-être qu'on aille le dire un peu plus, faut peut-être qu'on soit plus capable de faire ce qu'on ferait dans la vraie vie. Si quelqu'un débarquait là et nous disait des trucs odieusement racistes, sexistes, homophobes et tout, on le laisserait pas passer. Sur Internet, on n'a pas toujours ce comportement d'aller, je dis pas contredire et rentrer dans une baston, tout ça, c'est pas non plus le truc, mais il faut qu'on soit dans l'espace numérique un petit peu plus les citoyens qu'on est dans la vraie vie. Il faut qu'on essaye de jouer notre part de civilisationner, de faire de la civilisation un peu plus, voilà, dans cet espace-là, et on a une responsabilité. Mais la vraie responsabilité, elle est de ces plateformes qui permettent de parler sans responsabilité. On se trompe quand on se dit qu'un réseau social, c'est la liberté d'expression et donc c'est la démocratie. Un réseau social, c'est forcément une forme de liberté d'expression, je suis d'accord. Mais la démocratie, c'est aussi la responsabilité de celui qui parle. Si on permet à n'importe qui de dire n'importe quoi, et notamment d'accuser sans preuve, eh ben on ne crée pas un espace démocratique, on crée un horrible procès stalinien. Et ça, c'est aussi ça, ces réseaux. Et ça, c'est pas notre faute à nous. D'une certaine manière, c'est pas la faute des utilisateurs, c'est la faute de la machine qui le permet. Il est grand temps qu'on mette, comme sur les armes, une forme de protection sur la gâchette, quoi. Là, il y a un moment où ça ne peut plus fonctionner comme ça. On ne peut pas laisser ce truc d'accusation sans preuve permanente qui ne fait que grossir. Parce que, ne l'oubliez pas, il n'est pas possible de prouver que quelque chose qui n'existe pas n'existe pas. Hein. Et ça veut dire que ça reste toujours. Hein. Je veux dire, on vit quand même là dans un moment où il y a des millions de personnes dans ce pays qui sont persuadées que la femme du président de la République est un homme qui se déguise parce qu'ils l'ont lu sur des réseaux sociaux. Donc on est sur un truc quand même qui est complètement lunaire et sur lequel il va falloir qu'on change de braquet. Et ça, c'est à nous aussi, citoyens, de dire je n'accepterai plus ce truc de la part des réseaux, de rejoindre des associations qui se mobilisent sur ce sujet-là, comme vous le faites à Génération Numérique depuis des années. Nous, on se connaît bien avec Cyril, ça fait des années qu'on se croise dans ce truc-là. Mais sans faire Calimero, on a été trop seul pendant trop longtemps. Et donc, on a aussi besoin d'une forme de soutien. Et je crois qu'il faut que quelque part, ça redevienne un peu cool de se poser des questions et d'être critique. Il y a un enjeu culturel aussi. Et ça, tu demandais, Julia, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire nous? Bah oui, il faut qu'on soit aussi là pour porter ces messages-là. Et porter le message que se poser des questions, s'interroger, douter, et ben c'est cool. Que être crédule, c'est souvent prendre un risque. À la fois pour soi, mais aussi pour la société dans laquelle on vit. Donc, mais bon, face à tout ça, le problème c'est que nous, on fait pas un clic. Hein, donc, bon, je crois qu'il y a un enjeu sur lequel on peut jouer parce que c'est aussi nécessaire de combattre. Mais il y a un moment, il va aussi falloir que ça passe par en haut et que ça soit régulé d'un point de vue politique. Moi, j'aurais voulu ajouter un mot sur cette citoyenneté numérique. En effet, il s'agit d'une co-responsabilité. Évidemment que l'utilisateur, l'internaute, a sa responsabilité quand il clique, quand il repartage, quand il like. Mais
on en est à 20 ans de Facebook, 20 années de signalement qui existent sur les plateformes, quelles que soient les raisons, que ce soit du harcèlement, de la désinformation, du racisme, des insultes. Mais on demeure dans un pays où on a l'impression que de dire, d'écrire, de poster des choses en ligne ne risque rien. On n'a pas, il y a une forme d'impunité qui est délétère, qui laisse penser à nos plus jeunes concitoyens qui peuvent tout dire. Donc, ils sont une inspiration un peu anglo-saxonne de la liberté d'expression, alors que la liberté d'expression qui est au cœur de notre Constitution, elle est quand même limitée par la loi. Donc, on n'est pas dans une liberté d'expression à tout craint. C'est pas parce qu'on pense quelque chose qu'on a le droit de le dire, encore moins de l'écrire au vu et au su de tout le monde. Donc, on a aussi cette responsabilité à réenseigner, à redonner les règles et de rappeler que la loi qui s'applique dans la vie de tous les jours, elle s'applique aussi en ligne. C'est aussi un des fondements de la citoyenneté, donc du respect des règles. Il y a un autre point sur lequel j'aimerais porter votre attention, c'est aussi qui est un sujet un peu plus épineux avec les adolescents, c'est-à-dire moins avec les enfants, c'est sur la pertinence des sources officielles, des institutions. On est dans une période depuis, ça s'est enflammé avec le Covid, mais ça date d'avant, de méfiance généralisée, de défiance généralisée, de paranoïa et de complotisme. Néanmoins, une différence à faire avec nos plus jeunes concitoyens, c'est que de différencier un producteur d'informations professionnelles, un journaliste, et Monsieur Tout-le-Monde qui va écrire son article sur le blog de François. Il y en a un qui est soumis à un code de déontologie, qui a appris à bosser, qui, quand il fait une erreur, le reconnaît et apporte une correction. C'est pas le cas de Monsieur Tout-le-Monde chez François. Donc il y a aussi une hiérarchie à retrouver, sans dire que ça c'est vrai, ça c'est faux, parce que le combat de la vérité c'est un sujet qui est très épineux et dont on n'abordera pas le début des contours aujourd'hui dans les 18 minutes qui nous restent. Mais moi j'ai plutôt tendance à dire que la lutte contre la désinformation et les manipulations, qu'elles soient humaines ou algorithmiques, c'est un peu comme un oignon. On a différentes couches et on n'a pas un outil magique qui va résoudre tous les problèmes. On n'a pas l'algorithme, l'IA qui va trouver que ça, c'est de la désinformation parce que derrière, il y aura d'autres choses. Il faut penser à ces différentes couches de techniques de manipulation, qu'elles soient louables ou pas, pour pouvoir aller contre la désinformation, les manipulations et parfois aussi contre soi-même, en tout cas son jugement premier. Et j'ajouterais qu'une des manières d'agir à l'échelle individuelle, c'est aussi beaucoup de s'informer, de se former sur ces sujets pour essayer justement, et c'est l'objet de cette conférence, mais pour essayer de mieux comprendre et avoir conscience de la manière dont on s'informe et des biais qui peuvent agir, et derrière, en plus, dans votre cas, le transmettre auprès des élèves. Je vous propose qu'on commence à répondre à vos questions. On a un petit peu débordé sur le temps qu'on s'était donné. Alors, je vais reprendre les différentes questions. Alors, la première était sur l'invention française. Je crois que c'était en lien avec ce que Thomas disait, mais a priori… Non, il n'est pas français. Il travaillait pour IBM, mais il n'est pas français. Il s'appelle Robert Mercer, il est américain et il n'est pas français. On avait une réflexion de Christelle aussi qui disait que Meta avait annoncé que les contenus politiques, je crois que c'est les contenus d'information, allaient être rétrogradés dans les fils d'actualité, même si on suit un titre, enfin, ou un contenu en particulier. Donc, la recommandation ne suivra plus nos habitudes de consultation. Est-ce que… C'est l'autre méga bonne idée de Facebook ces derniers temps. Il y a 2 jours, ils ont fermé CrowdTangle, qui était le seul outil de transparence qui existait pour savoir, pour nous journalistes, savoir qui faisait des campagnes de publicité sur le réseau, notamment les campagnes politiques aux États-Unis ou dans d'autres pays et tout. Donc en gros, un outil essentiel pour nous pour savoir un peu ce qui se passait sur le réseau. Ils l'ont fermé. Et ils décident de dégrader les contenus politiques. Ne vous faites pas avoir par la formulation.
quand ils disent qu'ils vont dégrader les contenus des news ou politiques, ça veut pas dire qu'ils vont enlever la politique du réseau. Ça veut dire qu'ils vont enlever les contenus qui viennent d'organisations politiques ou qui viennent d'organisations qui sont définies comme du news. Ça veut dire que Monsieur Tout le Monde, qui raconte n'importe quoi, lui ne verra pas ses contenus baisser. Donc en gros, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben, ils vont empêcher la presse traditionnelle et les journalistes sérieux de venir lutter contre la désinformation créée par les utilisateurs en propre. Pourquoi? Parce que la désinformation, ça capte mieux l'attention que la presse qui vient contredire tous ces discours-là. Et en plus, c'est une manière pour eux de mettre la pression sur les journalistes professionnels qui commencent à regarder d'un peu trop près eh bien, ce qui se passe à l'intérieur de ces plateformes, parce qu'on comprend tous qu'elles ont un impact énorme sur nos sociétés et que ça pose un immense problème. Donc là, je crois que c'est vraiment terrible. Et ce qui est terrible en fait dans tout ça, c'est que c'est vraiment le fait du prince. C'est-à-dire que voilà, c'est la décision. Personne peut rien faire. On est 3 milliards d'utilisateurs et on n'a pas un seul moyen d'avoir une forme de poids sur les décisions qui sont prises et qui nous impactent tous directement et qui impactent même nos démocraties, qui impactent vraiment énormément de choses autour de nous. Donc je crois que là vous avez raison, c'est pas c'est un très bon exemple. J'avais vu votre question et je trouvais qu'elle était très pertinente. Cyril, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou... Ah non, non, j'allais dire la même chose que Thomas, c'est que c'est pas parce que c'est des contenus professionnels. Il y a les 90% du reste du fil info qui est rempli par des contenus qui sont non professionnels, donc qui ne seront pas impactés par cette décision. Et quand bien même, alors on parle de Facebook, mais Facebook, c'est notre réseau social dans celui de nos parents, c'est pas celui des plus jeunes. Ils sont sur Snap, Insta, TikTok entre 11 et 14 principalement. C'est pas mieux, voilà, par rapport à ce que disait. Alors Thomas, c'est pire. TikTok, c'est pire. Qu'est-ce qu'on peut faire? On pourrait, en fait, ça serait le boycott, mais c'est pas envisageable en l'état actuel des choses. Le démantèlement, c'est pas envisageable ni au niveau d'une nation ou d'un continent comme l'Europe. Donc, on n'a pas grand-chose d'autre pour l'instant que le combat militant et l'ouverture d'esprit à d'autres alternatives, qui ne sont pas forcément numériques d'ailleurs. Pas forcément. Et sur TikTok, pour rebondir, j'avais noté un chiffre aussi assez alarmant d'une étude de 2023 également, qui est la probabilité de se voir recommander des vidéos d'actualité sur TikTok est de 0,09%. Voilà, donc on part d'assez loin là-dessus. Il y avait également une question de Claudine Pagliano qui demandait si on navigue en privé, est-ce que ça permet de sortir de sa bulle de filtre, au moins quand on fait des recherches sur le net? Mais... C'est imparfait. C'est mieux que rien. Mais je suis d'accord. Encore une fois, il n'y a pas vraiment de moyen d'échapper aux bulles algorithmiques. Le privé crée une espèce de micro-frontière supplémentaire dans la captation de vos données personnelles. Mais j'ai un peu peur que c'est pas que quand vous surfez. C'est aussi quand vous utilisez une appli. Donc l'appli, elle vous géolocalise en continu, sauf si vous avez dit que vous ne vouliez pas. Elle va capter les infos des autres applis ou des autres navigateurs sur lesquels vous pouvez être. Donc en fait, c'est un croisement d'informations qui est juste tentaculaire, dont on n'a absolument pas conscience. Et la navigation privée, elle peut peut-être résoudre une partie du problème, mais c'est que votre ABS dans votre voiture, quoi. Vous gardez la clé d'aide sur le frein, vous apprenez à freiner. Voilà, c'est pareil, il y a un truc en mieux, mais ne faites pas confiance qu'à ces outils non plus techniques. Il y a un moment où c'est quand même, j'allais dire, c'est pour réhabiliter l'humain, c'est quand même a priori notre cerveau qui est capable de faire des dégâts, mais qui est aussi capable de bonnes choses, et notamment de discerner le vrai du faux, le vraisemblable de l'invraisemblable, le crédible du non crédible. C'est là que ça se passe. Thomas, il y avait un point. Alors, non, mais j'ai pas rien à ajouter à cette réponse. J'ai cru que tu. Il y avait un autre hoché la tête de je plus soyais. Pardon. Je disais, oui, il y avait un autre point aussi, que j'ai vu dans le chat, c'est on parlait des émotions. Thomas en a parlé aussi tout à l'heure. Alors tous ces réseaux sociaux aussi
réagissent aussi à l'engagement de la communauté, comme ils appellent ça, les interactions. Et les interactions, elles sont d'autant plus fortes qu'il y a de l'émotion. Et c'est pas pour rien que c'est les vidéos de chat qui font encore le meilleur score sur les réseaux sociaux, alors que c'est daté, que c'est vieux. Mais voilà, là, c'est une émotion positive, gentillette, c'est sympathique, mais c'est ça qui provoque le plus d'engagement. Et de l'autre côté du spectre, on a les émotions très négatives, de colère, de haine, et on sait aussi dans l'arc électoral qu'il y en a qui ont plutôt tendance à jouer sur ces peurs, ces angoisses, pour pouvoir créer de l'audience, de l'électorat, de l'engagement. Donc après, tout vient s'entremêler. Il y a les techniques utilisées par les humains, servies par la machine, et réciproquement. Donc on a un boulga informationnel dont il est encore plus difficile de se soustraire sans devenir dingo. Hein. Donc prendre conscience que c'est pas parce qu'un contenu est partagé 1 million de fois qu'il est vrai, et c'est pas parce qu'un contenu vous fait réagir de manière en colère qu'il ça mérite de réagir. Hein. Nous, nos parents nous disaient tourne ta langue 7 fois dans la bouche avant de parler. Moi, j'aurais tendance de nos jours à dire tourne ton pouce 7 fois avant de cliquer. Quoi. Il y a un moment, il faut reprendre aussi, prendre un peu de recul. Ouais. Tourne ton pouce 7 fois avant de swiper. Une autre question, ne serait-il pas judicieux d'abandonner le concept de radicalité et de lui substituer plutôt le biais de confirmation? Je pense que les deux existent en parallèle. Oui, et que les deux phénomènes existent en parallèle. Le biais de confirmation est l'un des outils de la radicalisation. Mais il n'est pas le seul déjà. Et je crois ce qu'il faut rappeler surtout, c'est que la radicalisation, c'est un escalier et que les premières marches, elles sont quasiment invisibles. Elles sont quasiment, ouais, on ne les sent pas. Hein. Et on les sent d'ailleurs d'autant moins qu'on est dans cet espace informationnel un peu bizarre. Hein. Donc, il y a une vraie question là-dessus qui est comment est-ce qu'on lutte contre tout ça? Parce qu'en réalité, c'est un peu lutter contre nous-mêmes. Et est-ce qu'il faut pas que quelque part quelqu'un nous aide à lutter contre nous-mêmes? Je veux dire, voilà, on a découvert les voitures, c'était super, on pouvait rouler comme on voulait, voilà. Et puis à un moment, c'est tiens, peut-être faut qu'on fasse un truc qui s'appelle le code de la route. Hein, faut peut-être qu'on limite la vitesse, faut peut-être qu'on pose des règles, voilà. Et ben, je crois qu'on est un peu dans cet espace-là, et que le principal problème auquel on est confronté aujourd'hui, c'est qu'on est dans le Far West, on aurait besoin du shérif, mais pour l'instant, il y a que Rantanplan qui est disponible. Et donc, en attendant Lucky Luke, et ben, c'est Rantanplan qui nous protège, et c'est pas toujours simple. À ce sujet, il y a Najat Vallaud-Belkacem qui a publié une tribune proposant de rationner le temps d'écran et de gigas quotidiennement, mais qui serait une forme de code de conduite de ce numérique. Et après, le propos est discutable et ce qu'elle propose, en tout cas, l'est, mais ça a le mérite de poser. Un code de conduite, c'est un rationnement. C'est pas pareil. Mais c'est le cri du désespoir, moi j'ai un peu l'impression quand même. Je suis pas. En fait, comment dirais-je, je comprends bien l'idée, je comprends bien la volonté, et j'ai énormément de respect pour cette personne, pour cette femme. Donc mais je suis pas totalement, je ne suis pas totalement le truc. Je comprends pas très bien je comprends pas comment on obtient de enfin, je suis un peu. Après, l'idée qu'il va falloir à un moment poser des limites à la consommation là-dessus, elle est légitime parce qu'il y a une vraie question écologique. Notamment, à chaque fois qu'on fait une recherche sur Google, c'est X arbres qui sont coupés, si on veut faire un truc en comparaison un peu bizarre. Mais j'ai un peu peur aussi que dans cette manière de limiter la consommation, il y a une question d'argent qui rentre en jeu, comme souvent, et là, ça me poserait plus de problèmes, quoi. Parce que il y a un moment où ça reste malgré tout une source d'accès à de l'information,
a de la culture, a de la connaissance, et en plus, il y a des choses merveilleuses sur Internet, il faut quand même pas l'oublier non plus. Et donc, je crois que c'est pas, il faut aussi qu'on arrive à conserver l'utilisation d'Internet, quoi. Donc, et moi, je voudrais pas limiter les utilisateurs, je voudrais imposer aux entreprises le fait qu'elles limitent leur empreinte écologique. C'est surtout ça. Il faut qu'elles pensent la manière de produire différemment, elles aussi. C'est-à-dire que, encore une fois, ça serait faire reposer sur l'utilisateur la seule responsabilité de la. Non, voilà, non. Il y avait une question qui recoupait pardon, sur le sujet des émotions. Est-ce qu'il est vrai que TikTok s'adresse davantage aux émotions que les autres réseaux sociaux? Alors, Je ne sais pas si on peut avoir des preuves de ça ou autre. Moi, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que les gamins qui utilisent TikTok trouvent que c'est vachement plus magique qu'Insta ou Snap. C'est qu'en tout cas, les résultats poussés par TikTok correspondent encore mieux à leur goût et à leur centre d'intérêt que les autres réseaux. Bah, mon impression. Pardon. Je partage ton retour. Mon TikTok, c'est ultra réactif. C'est-à-dire que c'est un algorithme d'une réactivité, d'une puissance qui est hallucinante, et c'est ultra addictif. C'est vraiment, d'un point de vue de la machine, c'est extrêmement réussi, et c'est pour ça qu'il est d'ailleurs très inquiétant, parce que là, avant d'avoir un élément de transparence, vu qu'on s'adresse à des Chinois, je pense que là, c'est bon. Ça va être très compliqué hein, de savoir quoi que ce soit sur leur algorithme. On peut préciser un truc sur TikTok, c'est que c'est pas du tout le même en Chine qu'ici. Pour les raisons que vous imaginez de censure du contenu, oui, mais pas complètement dans le sens que vous imaginez. TikTok en Chine, c'est limité quand on a moins de 18 ans à 40 minutes par jour. Au bout de 40 minutes, l'application se ferme et il n'y a pas moyen de la rouvrir. C'est le chef du parti communiste qui ferme le truc, donc je vous raconte pas, lui il négocie pas. Hein. Et les contenus qui vous sont proposés sont triés par le gouvernement. Et ils sont majoritairement à vocation pédagogique. Ça veut dire qu'en gros, TikTok, c'est une machine à rendre les enfants chinois plus intelligents en Chine, et de l'autre côté, à rendre complètement addicts des gamins européens avec des trucs qui sont pas toujours, à mon avis, qui ne franchiraient pas toujours le seuil de vos exigences en matière de recommandations pédagogiques. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais il y a des tentatives. Hein, là, il y a une question dans le chat sur la limiter TikTok. Il n'y a pas qu'aux États-Unis. Ouais, en fait, c'est ça. Faudrait limiter TikTok plutôt que le nombre de filles. Il y a des tentatives qui existent, hein, puisque les personnels de l'État ont plutôt alors peut-être pas tout le monde, mais peut-être dans je vais dire ça, la haute fonction publique, de ne pas avoir de téléphone connecté à TikTok. Donc ça, c'est pour des questions de cybersécurité. Et je crois que j'ai entendu la même chose se passer aux États-Unis, où il y a un bannissement, un ban de TikTok sur les téléphones professionnels, en tout cas. Ouais. Ouais, mais même les fonctionnaires européens, les hauts fonctionnaires français et tout, il y a même des candidats aux élections là, qui suppriment leur communauté sur TikTok. J'ai vu Raphaël Glucksmann annoncer ça hier, qui fermait sa chaîne TikTok pour des raisons politiques. Parce qu'il estime, alors je vois qu'il y a une question sur la guerre cognitive. C'est certain qu'il y a une forme de guerre cognitive, elle est plutôt de ceux qui veulent gagner de l'argent contre nos porte-monnaies que politique au sens de ce qu'on pourrait imaginer d'habitude, même si c'est une vraie vision du monde de considérer qu'on peut gagner de l'argent n'importe comment et en faisant n'importe quoi. C'est pas du tout apolitique de penser comme ça, enfin je pense, hein, en tout cas. Voilà. Mais du coup, je crois que il y a en l'occurrence une forme de guerre sur nos esprits pour gagner de l'argent. Et c'est aussi à nous de dire dans quelles limites on accepte ce truc-là. Et je crois qu'il y a un moment, il faudra qu'on soit capable de dire ce qu'on n'accepte pas et de dire ce qu'on n'accepte plus. Très bien. Il y a juste une question que j'avais notée, à laquelle on n'a pas répondu, qui est peut-être
plus pratique sur le cas du métier d'enseignant, mais comment est-ce qu'on réussit à mobiliser les collègues, donc les enseignants, sur ces questions-là, pour qu'ils aient le temps de les inclure vraiment dans leur programme, dans leur apprentissage, parce qu'effectivement, c'est la première étape à la transmission auprès des élèves. Comment est-ce qu'on peut mobiliser? Donc, il y a cette semaine de la presse et des médias à l'école organisée par le Clémy, il y a tout un tas d'actions. Comment est-ce qu'on va plus loin? Comment est-ce qu'on fait en sorte que ce soit un sujet d'intérêt général capital et majeur pour tous les enseignants et pour tous les citoyens? Ça l'est, ça s'impose à nous. Après, c'est vrai que c'était indiqué aussi dans le chat, hein, j'ai pu le lire, que ce sont des actions qui sont transversales. Nous, je sais que chez Génération Numérique, on bosse bien avec, par exemple, à partir du niveau 4e, il y a le niveau de langage des élèves qui permet de travailler justement sur les techniques de manipulation par la rhétorique, notamment. Donc, on a aussi des choses à voir en histoire géo, évidemment en sciences. Donc, c'est pluridisciplinaire, ça touche toutes les, j'allais dire presque toutes les matières enseignées au collège, au lycée, et puis évidemment donc en primaire. C'est pas évident de faire une éducation. Alors moi, je vais au-delà du concept d'éducation aux médias et à l'info. Je suis plutôt éducation aux médias et à l'info, à l'esprit critique, à l'ère du numérique, puisque on vient de le voir et c'est tout le propos de cette rencontre d'aujourd'hui. On a aussi une influence, un impact du numérique sur nos modes de consommation et d'information. Donc on ne peut pas intéresser des gens qui ne le sont pas. Maintenant, je trouve que c'est en effet une espèce d'hygiène intellectuelle d'éviter de tomber dans le panneau, que ce soit d'un arnaqueur, de quelqu'un qui veut vous faire payer une amende alors que vous n'avez pas commis d'infraction, de soi-disant séducteurs. On est toujours là dans du bon sens, dans de l'esprit critique et une forme d'intelligence. Donc, ça mérite d'être diffusé à la plus large échelle possible. Maintenant, des actions à mener qui soient pluridisciplinaires, c'est vrai que c'est pas toujours évident au sein d'un établissement scolaire. Et pourtant, c'est par là que ça passe, c'est sur la pluralité, la transdisciplinarité. Ouais, il faut que ça irrigue un petit peu toutes les matières, sinon c'est vrai que si ça reste en silo et dans un espace clos, en fait, on n'arrive pas tellement à accrocher les wagons et concrètement à comprendre quel impact ça a sur chaque point. On a un petit peu dépassé le temps et on va laisser Thomas se reposer, je pense, retourner à son oreiller. Ah, mais peut-être si tu me permets juste de dire un dernier truc sur cette mobilisation. Effectivement, moi je vous dirais que si, comment dire, moi j'interviens beaucoup aussi dans les établissements scolaires pour faire de l'éducation aux médias, de l'éveil à l'esprit critique et d'expérience, l'une des manières d'arriver à mobiliser les collègues, c'est d'arriver à mobiliser le chef d'établissement. Parce que l'une des problématiques, c'est plutôt d'arriver à bouger un petit peu les choses au sein des emplois du temps, à faire en tout cas, à trouver cette forme de mobilisation-là. En général, le fait que on puisse attirer un peu la lumière sur ce qui se fait au collège sur ces sujets-là aide souvent un peu. Donc, n'hésitez pas à contacter les journalistes locaux pour leur proposer de venir soit faire une intervention sur le métier, sur ces choses-là et tout. Ça donnera souvent l'occasion à un article et votre chef d'établissement, il sera tout content qu'il y ait eu un article sur ce qui se passe dans l'établissement. C'est une manière de joindre un peu l'utile à l'agréable et de vous permettre, vous, de commencer à aborder ces sujets-là. Parfois, faire venir une personne extérieure comme ça, de manière un peu ponctuelle, ça relance un peu l'attractivité, ça peut créer un petit truc. Et derrière, vous surfez là-dessus pour embrayer les autres collègues et pour faire venir tout le monde là-dessus, quoi. Hein, que ça soit une personne du métier des journalistes ou de toutes ces associations qui font de l'éducation aux médias, de l'éveil à la citoyenneté. Il y a Génération Numérique, bien entendu, mais il y a e-enfance, il y a Entre les lignes, enfin, il y en a vraiment beaucoup qui travaillent bien. Donc, n'hésitez pas aussi à chercher un peu ce qui se passe autour. Et n'oubliez pas que pour financer ces trucs-là, il y a le Pass Culture. Qui peut être utilisé, qui peut permettre d'organiser des choses qui vous permettent de lancer une thématique sur ce sujet-là en faisant venir des personnes de l'extérieur qui ont une expérience, une formation, un atelier pédagogique, un truc un peu interactif et tout. Il y a des dessinateurs de presse, enfin il y a plein de choses qui sont super à faire. Et puis derrière, vous servez de ça comme d'un élan dans vos démarches pédagogiques. Ça peut
ça peut vous permettre de les mener à bien, quoi. En tout cas, ne doutez pas que dans ces réalités difficiles qui sont les vôtres pour organiser tout ça, vous pouvez trouver des soutiens assez inattendus dans la société civile qui est prête, à mon avis, à agir au-delà de ce que vous pouvez imaginer pour participer à cette mission de civilisation et de citoyenneté, quoi.